Bonjour à tous et bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Vous savez, certaines personnes sont vraiment d'une autre trempe. Mais pas dans le bon sens du terme. Une forme de stupidité tellement particulière qu'on a du mal à y croire. On parle d'un homme qui a travaillé toute sa vie, construit tout ce qu'il possède à partir de rien, est resté fidèle, s'est occupé de ses affaires, et les personnes les plus proches de lui, celles qui étaient censées le soutenir quoi qu'il arrive, ont décidé, vous savez quoi? Détruisons complètement la vie de cet homme. Apparemment, juste pour le plaisir. Et le pire dans tout ça? Ce n'étaient pas des inconnus. Ce n'étaient pas des collègues. Ce n'était pas une simple malchance ou un mauvais concours de circonstances. Non, non, non. Cette histoire est différente. Celle-ci vient de l'intérieur même de la famille. Littéralement. Alors prenez ce que vous êtes en train de boire, installez-vous confortablement, parce que cette histoire va vous faire remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la confiance et la famille. C'est parti. Ma mère savait que mon frère couchait avec ma femme et l'avait mise enceinte, mais elle l'a couvert et a essayé de faire passer le bébé pour le mien. J'ai demandé le divorce et j'ai tout montré à mon père. Il s'est chargé du reste. J'ai 31 ans et je travaille comme chef de projet dans l'entreprise de construction de mon père à Phoenix. Je suis marié à Elena depuis 5 ans. Je gagne 85 000 $ par an, plus des primes. Je travaille dans la construction depuis l'âge de 15 ans. J'ai obtenu chaque promotion grâce à mon travail. Je suis propriétaire de ma maison. Je n'ai aucune dette, à part l'hypothèque que je rembourse de manière agressive. J'ai acheté cette maison pour 285 000 $, 3 ans avant mon mariage. Elle vaut aujourd'hui environ 380 000 $. Ma femme, Elena, 29 ans, est infirmière et gagne environ 70 000 $ par an. Je l'ai rencontrée dans un bar sportif près de l'hôpital alors qu'elle terminait ses études d'infirmière. Elle était plutôt jolie, semblait normale et paraissait avoir les idées claires. Je pensais avoir trouvé la bonne personne. J'aurais dû prêter davantage attention à la façon dont elle flirtait avec le barman lors de notre premier rendez-vous. Mon père, Roberto, 56 ans, a bâti son entreprise de construction à partir de rien. Il a commencé à manier le marteau à 18 ans, économisant chaque dollar gagné. Il suivait des cours du soir pour obtenir sa licence d'entrepreneur. Il a passé sa vingtaine et sa trentaine à travailler sans relâche sur des chantiers résidentiels, construisant lentement sa réputation et sa clientèle. À 40 ans, il obtenait des contrats commerciaux importants. Aujourd'hui, son entreprise réalise des projets de plusieurs millions de dollars. C'est un homme à l'ancienne qui croit que l'on mérite ce que l'on obtient. Il respecte le travail acharné et n'a aucune tolérance pour les excuses ou les absurdités. Ma mère, Nora, 54 ans, est retraitée d'un poste administratif dans le district scolaire. Elle passe ses journées à faire du shopping avec l'argent de mon père et à bavarder avec ses amis de l'église. C'est le genre de personne qui exige toujours de parler aux responsables et qui pense que le monde tourne autour de son précieux petit garçon. Elle se comporte comme une sainte, mais passe son temps à critiquer tout le monde derrière leur dos. Et puis il y a Derek, mon frère cadet de 26 ans. Le fils préféré de ma mère. Un beau garçon aux cheveux parfaits qui n'a jamais travaillé sérieusement de sa vie. Il se prend pour un cadeau de Dieu à l'humanité. Il a commencé dans le bureau de mon père à faire du classement et à répondre aux appels des clients pour un salaire de 55 000 $ par an, mais mon père lui a progressivement confié davantage de responsabilités en espérant qu'il mûrisse. Il a cette attitude arrogante comme s'il rendait service à tout le monde simplement en se présentant au travail. Voici ce qu'il faut comprendre concernant la dynamique familiale. Mon père a essayé de faire de Derek un homme responsable. Il l'a envoyé travailler sur les chantiers de construction pendant les étés à partir de ses 16 ans, espérant que le travail manuel forgerait son caractère. Derek arrivait en retard, se plaignait de la chaleur et trouvait toujours une excuse pour rester caché dans le camion avec la climatisation pendant que les autres se tuaient à Je me souviens d'un incident en particulier lorsqu'il avait 19 ans. Mon père l'avait placé dans une équipe de couvreurs au mois de juillet. L'été à Phoenix, avec des températures atteignant 46 degrés Celsius. Le gamin n'a tenu que 2 heures avant d'affirmer qu'il se sentait étourdi et qu'il devait rentrer chez lui. Pendant ce temps, le reste de l'équipe travaillait 10 heures complètes. Mon père était mort de honte, surtout lorsque les ouvriers ont commencé à plaisanter sur la faiblesse de son fils. De mon côté, j'apprenais tous les métiers, l'électricité, la plomberie, la charpente, le béton et les cloisons. J'ai commencé tout en bas de l'échelle, en nettoyant les outils et en organisant les matériaux. J'ai gravi chaque échelon grâce à mon travail. Mon père m'a appris que le respect se mérite et qu'on ne reçoit rien gratuitement dans ce monde. À 20 ans, je dirigeais déjà mes propres équipes sur des projets résidentiels. À 24 ans, mon père m'a promu chef de projet parce que j'obtenais des résultats et que je ne lui faisais pas perdre d'argent. Je coordonne les sous-traitants, traite avec les inspecteurs municipaux, gère les budgets et les calendriers. Derek? Mon père a finalement abandonné l'idée de lui faire du travail manuel et l'a installé au bureau pour s'occuper de la paperasse et du service clientèle. Au cours de l'année écoulée, mon père avait commencé à lui confier davantage de responsabilités, établir des devis préliminaires pour de petits projets résidentiels, coordonner les commandes de matériaux avec les fournisseurs et gérer certains clients commerciaux plus simples. Mais cet imbécile se comporte comme un grand dirigeant.
Il arrive au travail vêtu de vêtements coûteux et conduit une BMW en leasing dont les mensualités dépassent le loyer de nombreuses personnes. Sa jalousie a toujours été évidente. À chaque dîner familial, ma mère félicitait Derek pour une réussite insignifiante, comme avoir été ponctuel pendant une semaine entière, alors que je venais tout juste de superviser un projet de centre commercial de 800 000 $ terminé sous le budget prévu. Mon père le remarquait, mais restait silencieux pour éviter les disputes. Derek a toujours été jaloux. Quand j'ai acheté ma maison, il faisait des remarques sarcastiques sur la chance que certaines personnes avaient. Quand mon père m'a promu chef de projet, Derek prétendait que ce n'était que du népotisme, ignorant le fait que je travaillais dur depuis 10 ans pendant que lui passait son temps à jouer aux jeux vidéo. Il y a 2 ans, Derek s'est retrouvé dans des difficultés financières, dettes de carte de crédit, paiement de voiture qu'il ne pouvait pas assumer, bref, les problèmes habituels de quelqu'un qui vit au-dessus de ses moyens. Mon père l'a sorti de là avec un prêt de 15 000 $ qui devait être remboursé sur 2 ans. Derek a effectué à peine 3 versements avant que les excuses ne commencent à s'accumuler. Les premières années avec Elena étaient solides. Nous avions nos habitudes. Je m'occupais de l'entretien de la maison et des finances. Elle gérait la vie sociale et la cuisine. Nous travaillions tous les deux dur, construisant notre avenir ensemble et planifiant d'avoir des enfants. C'était une excellente cuisinière. Elle préparait d'incroyables dîners du dimanche qui me rappelaient ceux de ma grand-mère. Elena travaillait selon un horaire classique à l'hôpital, 3 gardes de 12 heures par semaine, généralement les mardis, jeudis et samedis. Cela nous donnait un emploi du temps prévisible et facilitait l'organisation de notre vie commune. Nous avions convenu de commencer à essayer d'avoir un enfant après notre 3e anniversaire de mariage, en octobre 2022. Elena a arrêté la pilule contraceptive ce mois-là. Nous suivions tout de près, totalement engagés dans notre projet de fonder une famille, comme n'importe quel couple marié normal. Nous avions même déjà choisi des prénoms. Isabella pour une fille. Roberto Junior pour un garçon, en hommage à mon père. Vers janvier 2023, mon père a décroché cet énorme contrat de rénovation d'un hôpital du centre-ville. 6 mois de travaux. 2 millions de $. Le plus gros projet de toute l'histoire de l'entreprise. Il s'agissait d'une rénovation complète d'un hôpital construit dans les années 1980 afin de le mettre aux normes modernes. Mon père m'a confié la direction du chantier parce que j'avais géré avec succès le projet du centre médical de Scottsdale l'année précédente. Les projets hospitaliers sont d'une toute autre nature. Tout doit être parfait. Les réglementations sont omniprésentes, et les inspecteurs vous surveillent sans relâche chaque jour. J'étais pratiquement marié à ce chantier. Des journées d'au moins 12 heures, des week-ends consacrés aux modifications de commandes et des inspecteurs municipaux qui se comportaient comme s'ils pratiquaient une opération à cœur ouvert. Au début, Elena comprenait la pression. Parfois, elle m'apportait le dîner sur le chantier. Elle savait que ce projet pouvait assurer notre avenir financier pour le restant de nos jours. Une réussite signifiait devenir associé dans l'entreprise, obtenir une augmentation de salaire importante et peut-être même développer l'activité dans d'autres villes. Nous parlions d'utiliser la prime pour rembourser entièrement la maison et commencer à investir dans l'immobilier locatif. C'est à ce moment-là qu'Elena a commencé à fréquenter Sophia, une infirmière itinérante qui effectuait une mission dans son hôpital. Selon Elena, Sophia était célibataire, aventureuse et connaissait tous les endroits branchés de Phoenix dont je n'avais jamais entendu parler. Soudainement, Elena a commencé à sortir 3 soirs par semaine au lieu de rester à la maison avec moi à regarder Netflix comme nous le faisions depuis des années. J'étais tellement absorbé par les plannings de bétonnage et les inspections électriques que je n'ai pas remarqué les changements. Avec le recul, c'est précisément à ce moment-là que tout a commencé à s'effondrer. Mais j'étais tellement concentré sur la réussite de ce projet que j'ai ignoré tous les signes avant-coureurs. À partir de février, l'emploi du temps d'Elena est devenu complètement chaotique. Elle avait toujours travaillé ses 3 gardes de 12 heures hebdomadaires, la routine prévisible autour de laquelle nous avions construit notre mariage. Mais soudain, elle enchaînait les heures supplémentaires, remplaçait des collègues malades et participait à des formations obligatoires sorties de nulle part. Son horaire de base restait le même, mais elle travaillait désormais 5 ou 6 jours par semaine au lieu de 3. À la même période, Derek a commencé à passer à la maison lorsque je n'étais pas là. Je rentrais épuisé vers 20 h et Elena me disait tranquillement que Derek était passé prendre de ses nouvelles, qu'il lui avait apporté un café provenant de ce café hors de prix du centre-ville ou qu'il avait réparé un petit problème dans la maison dont je n'avais pas encore eu le temps de m'occuper. Au début, j'ai même trouvé cela agréable. Derek se comportait enfin comme un membre de la famille plutôt que comme un enfant gâté ne pensant qu'à lui-même. Je me suis dit que les nouvelles responsabilités qu'il avait obtenues au travail étaient peut-être en train de le transformer en quelqu'un de respectable. À l'entreprise, Derek semblait effectivement faire des efforts pour une fois. Il s'habillait plus professionnellement au lieu de ressembler à quelqu'un qui allait en boîte de nuit, arrivait à l'heure régulièrement et se portait même volontaire pour travailler le week-end sur les inventaires et le classement. Mon père a mentionné à plusieurs reprises que Derek semblait enfin devenir adulte. Lorsque le projet de l'hôpital s'est terminé en mars 2023, en avance sur le calendrier et sous le budget prévu, je pensais que les choses allaient revenir à la normale avec Elena. Le chantier avait été un immense succès. Nous avions terminé avec 50 000 $ d'économie par rapport au budget initial,
et l'entreprise avait gagné une réputation qui poussait déjà mon père à envisager d'investir dans de nouveaux équipements. Mais la normalité avait complètement changé pendant que je travaillais 70 heures par semaine. Son emploi du temps restait tout aussi chaotique. Les mêmes heures supplémentaires, les mêmes formations obligatoires et les mêmes urgences concernant ses collègues qui nécessitaient prétendument son intervention immédiate. Mais maintenant que je passais davantage de temps à la maison et que je pouvais réellement observer ce qui se passait, j'ai commencé à remarquer des choses qui ne tenaient pas debout. Les premières anomalies concernaient les finances. Depuis 2 mois, Elena retirait $200 en espèces chaque vendredi. Lorsque je lui ai posé la question, elle m'a répondu que les soirées entre filles coûtaient cher et qu'elle préférait utiliser de l'argent liquide pour éviter de trop dépenser avec sa carte bancaire. En apparence, cela semblait logique puisque nous avions toujours été prudents avec les dettes de carte de crédit. Mais pendant 5 ans, nous avions suivi ensemble chacune de nos dépenses. C'était la première fois qu'elle effectuait des retraits réguliers d'espèces sans en discuter avec moi. Ensuite, il y avait son comportement avec son téléphone, qui commençait sérieusement à m'inquiéter. Elle passait son temps à envoyer des messages avec un sourire mystérieux, complètement absorbée par ses conversations. Mais dès que j'entrais dans la pièce, elle retournait son téléphone face contre table ou le rangeait immédiatement, comme si elle avait été surprise en train de faire quelque chose de répréhensible. Quand je lui demandais avec qui elle parlait, la réponse était toujours la même. Le groupe de discussion du travail. On parle des plannings et des potins de l'hôpital. Les symptômes physiques sont apparus au début du mois d'avril, même si je ne savais pas encore ce qu'ils signifiaient. Chaque matin, Elena était malade à la même heure. Je l'entendais vomir dans la salle de bain vers 6 heures du matin, puis laisser couler la douche pendant un temps anormalement long. Un matin, je me suis levé pour vérifier si elle allait bien. Je l'ai trouvée agenouillée devant les toilettes, l'air complètement épuisé. Je lui ai suggéré qu'elle était peut-être enceinte. Et j'ai vu son visage devenir blanc de peur. Une peur véritable. Elle a insisté sur le fait qu'il s'agissait simplement d'un virus qui circulait à l'hôpital et qu'environ la moitié des infirmières souffraient des mêmes symptômes. Elle a pris rendez-vous chez le médecin, mais m'a expressément demandé de ne pas l'accompagner, affirmant qu'il était inutile que je manque le travail pour quelque chose d'aussi mineur. Voici le problème, depuis octobre, lorsqu'elle avait arrêté la pilule, je suivais son cycle menstruel à l'aide d'une application sur mon téléphone. Nous essayions activement d'avoir un enfant, alors je surveillais tout avec attention. Les dates d'ovulation, la durée des cycles, les périodes les plus favorables à la conception. Elle avait 3 semaines de retard. Et cela ne lui était jamais arrivé une seule fois depuis le début de notre relation. Mais lorsque je l'ai mentionné, elle est devenue agressive et en colère d'une manière qui m'a complètement pris au dépourvu. Pourquoi tu surveilles mes règles comme un espèce de pervers? Tu te comportes comme un harceleur. Je suis capable de gérer mon propre corps, Kevin. Arrête de vouloir tout contrôler dans ma vie. Attendez une seconde. Voici la vérité dérangeante, Kevin suivait son cycle. Pas d'une manière malsaine ou inquiétante. D'une manière du genre, nous avons décidé ensemble de fonder une famille et j'en suis heureux. Ils avaient déjà choisi des prénoms. Roberto Jr. Isabella. Cet homme était émotionnellement investi dans l'idée de devenir père. Et lorsqu'il relit sincèrement et innocemment les indices, les nausées matinales, le retard de cycle, le simple fait que tout semblait correspondre, elle se retourne contre lui et le traite de voyeur obsessionnel simplement parce qu'il s'en soucie. Et c'est cette partie qui fait le plus mal. Parce que lorsqu'une personne est coupable, sa première arme consiste toujours à vous faire passer pour fou parce que vous avez remarqué quelque chose. Elle ne s'est pas contentée de mentir. Elle l'a attaqué parce qu'il était attentif. Elle a utilisé son amour contre lui. Mais voici l'autre vérité dérangeante, Kevin s'est probablement senti sincèrement perdu à ce moment-là. Pas encore en colère. Juste, perdu. Parce que lorsque vous aimez quelqu'un et que vous lui faites totalement confiance, votre esprit refuse d'envisager immédiatement l'explication la plus sombre. Vous trouvez des excuses. Vous vous dites que vous réfléchissez trop. Vous vous sentez même coupable d'avoir des soupçons. C'est ce que la manipulation fait aux gens honnêtes. Elle les pousse à douter de leur propre instinct pendant que la personne qui les détruit se tient juste en face d'eux en leur rejetant la faute. Ce moment méritait bien plus de colère que celle que Kevin a probablement ressentie. Et c'est vraiment déchirant. Maintenant, revenons à l'auteur du post. Arrête de vouloir tout contrôler dans ma vie. Cette réaction était complètement disproportionnée pour une conversation normale entre 2 époux qui essaient d'avoir un enfant. Cela faisait des mois que nous parlions des cycles menstruels et du moment idéal pour concevoir sans que cela ne pose le moindre problème. Le comportement de ma mère a également changé à peu près à la même période, ce qui aurait dû constituer un autre signal d'alarme. Au lieu d'appeler notre téléphone fixe comme elle l'avait toujours fait, elle a commencé à appeler directement le portable d'Elena. De longues conversations pendant lesquelles Elena quittait la pièce et parlait à voix basse pendant 30 à 40 minutes. Je la voyais faire les 100 pas dans le jardin ou s'enfermer dans notre chambre pour chuchoter. Parfois, j'entendais quelques fragments de conversation à travers la porte. Des phrases comme « Vérifie où en est cette situation ». Assure-toi que tout est correctement géré. Il ne doit surtout pas découvrir ça. Depuis quand ma femme et ma mère avaient-elles des conversations privées dont j'étais l'exclu? Pendant les 4 premières années de mon mariage, elles s'étaient à peine supportées. Un jour,
Je suis entré dans la cuisine alors qu'elles étaient en conversation sur haut-parleur. Ma mère a immédiatement dit « Oh, Kevin est rentré. On reprendra cette conversation plus tard. » Puis elle a raccroché. Le ton était exactement celui de personnes surprises en train de préparer une fête surprise. Sauf que mon anniversaire n'était que dans 6 mois. Les histoires qu'Elena racontait à propos de son travail ont commencé à perdre toute crédibilité dès que j'ai commencé à y prêter attention. Elle rentrait parfois à la maison en affirmant avoir effectué un double service, mais elle débordait d'énergie au lieu d'être épuisée. Ou alors elle prétendait avoir assisté à une opération chirurgicale compliquée ou à un cas traumatique aux urgences, mais ses vêtements ne portaient ni odeur d'antiseptique ni traces caractéristiques que l'on remarquait habituellement après ce type d'intervention. Le point de rupture est arrivé un mardi de la mi-avril. Mon camion a refusé de démarrer et j'ai dû rentrer chez moi avec Rodriguez, l'un de mes contremaîtres. Je suis donc rentré vers 14 h au lieu de mon heure habituelle de 19 h. En entrant dans la maison, j'ai entendu des voix dans le salon. Elena riait d'une façon que je ne lui avais plus entendue depuis des mois. Un rire détendu et sincère. Derek était assis sur mon canapé à côté de ma femme. Trop près pour un simple beau-frère. Ils ne se touchaient pas, mais ils occupaient cet espace intime que partagent les couples lorsqu'ils sont parfaitement à l'aise l'un avec l'autre. Lorsque je suis apparu dans l'encadrement de la porte, ils se sont brusquement éloignés l'un de l'autre comme des enfants pris la main dans le sac. Elena m'a même demandé « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Derek a renversé son café en se levant précipitamment. Il a inventé une excuse ridicule, prétendant qu'il passait dans le quartier et qu'il voulait simplement prendre des nouvelles d'Elena puisque je travaillais tellement ces derniers temps. Toute la scène paraissait anormale. Beaucoup trop de nervosité pour une simple visite familiale. Je voulais juste m'assurer qu'elle allait bien, tu comprends? Tu travailles tellement ces derniers temps. Je me suis dit qu'elle avait peut-être besoin d'un peu de compagnie. Le sourire de Derek semblait forcé. Elena jouait nerveusement avec ses cheveux et évitait mon regard. Derek m'a apporté un café de ce café du centre-ville. C'était gentil de sa part, non? Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Tous mes instincts me hurlaient que quelque chose n'allait pas. Les changements d'horaire. Les appels téléphoniques secrets. Les symptômes de grossesse. L'intérêt soudain de Derek à jouer le rôle du beau-frère attentionné. Il y avait trop d'anomalies pour continuer à les ignorer. J'ai commencé à repasser mentalement toutes les interactions des derniers mois et à réaliser combien de choses ne tenaient pas debout. Le lendemain, j'ai décidé d'enquêter. J'ai commencé par les registres de l'entreprise puisque Derek avait accès aux chantiers et aux véhicules de la société grâce au système de gestion de flotte. J'ai consulté les relevés GPS de son camion de service sur les 3 derniers mois et comparé les lieux visités avec les horaires enregistrés. J'ai découvert des dizaines d'arrêts dans des endroits qui n'avaient absolument rien à voir avec ses missions professionnelles. Mon quartier pendant les heures de travail, alors que j'étais censé être le seul membre de la famille absent. Un hôtel à Scottsdale. Des restaurants situés dans des secteurs où nous n'avions aucun chantier. J'ai ensuite comparé ces dates avec les horaires de travail qu'Elena indiquait dans le calendrier partagé que nous utilisions. Le schéma est rapidement devenu évident. Chaque fois que le camion de Derek apparaissait dans mon quartier ou dans l'un de ces lieux suspects, Elena était censée avoir accepté une garde supplémentaire ou être occupée par une urgence professionnelle. La correspondance était beaucoup trop parfaite pour être une simple coïncidence. J'ai ensuite examiné notre compte bancaire commun plus en détail, en remontant 4 mois en arrière au lieu de me limiter aux opérations récentes. Les retraits d'espèces n'étaient pas aléatoires. Ils avaient lieu chaque vendredi, toujours à la même heure. Toujours exactement 2 cents. Mais j'ai également découvert des paiements dans des restaurants et des hôtels de Scottsdale. Des jours où Elena prétendait travailler à l'hôpital. 180 $ au restaurant Fleming's Steakhouse un mercredi où elle était censée effectuer une garde de 12 heures. 220 $ au Four Seasons pour un thé de l'après-midi un jeudi où elle affirmait suivre une formation obligatoire. 95 $ dans le restaurant d'un hôtel-boutique pour un brunch un dimanche où elle disait remplacer une collègue malade. J'ai commencé à tenir un journal détaillé, consignant chaque incohérence entre les horaires qu'elle prétendait avoir et nos relevés financiers. Une fois toutes les informations rassemblées, le schéma était indiscutable. J'ai alors appelé l'hôpital en prétendant chercher à joindre Elena pour une urgence familiale. L'infirmière à l'accueil m'a répondu qu'elle n'était pas programmée ce jour-là et qu'elle ne s'était même pas présentée au travail depuis 3 jours. Nous étions mercredi. Elena avait pourtant affirmé avoir effectué une garde de 12 heures la veille au soir et prévoyait soi-disant d'en faire une autre le soir même. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je devais consulter ses emails, même si cela signifiait franchir toutes les limites de confiance et de vie privée que nous avions établies. Le jeudi après-midi, Elena participait soi-disant à une formation obligatoire sur de nouveaux équipements de sécurité. De mon côté, j'étais resté à la maison en prétextant une gastro-entérite. J'étais assis devant notre ordinateur familial, le cœur battant à tout rompre et les mains tremblantes. J'ai ouvert sa messagerie en utilisant le mot de passe que nous partagions depuis toujours, Timedina 2019, en souvenir de notre dernier voyage d'anniversaire. Tout en haut de sa boîte de réception se trouvait une conversation entre Elena et ma mère. L'objet du message était « S'assurer que Kevin ne découvre rien ». Mes mains se sont mises à trembler. Rien que lire ces mots m'a donné la nausée. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien me cacher? J'ai ouvert la conversation.
J'y ai découvert 3 mois entiers d'échanges détaillés concernant la liaison entre Elena et Derek. Les premiers messages, datant de février, étaient prudents. Ma mère demandait à Elena si elle était certaine de ce qu'elle faisait, lui recommandait d'être prudente et suggérait que ce n'était peut-être qu'une phase passagère. Mais très vite, les échanges sont devenus plus audacieux et beaucoup plus précis. Ma propre mère donnait à Elena des instructions détaillées pour me mentir. Elle lui expliquait exactement quand prétendre effectuer des heures supplémentaires, quelles excuses seraient les plus crédibles et allait même jusqu'à proposer sa maison comme lieu de rendez-vous lorsque mon père jouait au golf ou travaillait tard au bureau. Un email datant de mars m'a retourné l'estomac. Roberto joue toujours au golf le jeudi après-midi jusqu'à 18h, donc vous aurez au moins 4 heures devant vous si vous garez la voiture dans l'allée arrière. Derek pourra entrer par la porte latérale du garage. Je veillerai à ce que les voisins ne remarquent rien d'inhabituel. Un autre disait, dis à Kevin que tu travailles un double service mardi soir. Roberto a une réunion avec des entrepreneurs jusqu'à 22h, donc la maison sera vide. Derek a déjà dit à son colocataire qu'il passerait la nuit sur un chantier. Puis sont venus les emails concernant la grossesse, vers la mi-avril. Elena était enceinte de 8 semaines, grossesse confirmée par sa gynécologue, le docteur Martinez. Il ne savait pas si l'enfant était le mien ou celui de Derek, puisque les dates correspondaient aux 2 relations. La réponse de ma mère fut la partie la plus répugnante de toute cette histoire. Elle expliquait à Elena qu'elle devait faire passer l'enfant pour le mien quoi qu'il arrive. Selon elle, je serais de toute façon un meilleur père que Derek. Et surtout, ce qu'il ne sait pas ne peut pas lui faire de mal. Un autre message disait, Derek n'est pas prêt à assumer une telle responsabilité. Kevin a la maison, un emploi stable et la maturité nécessaire. Laisse-le simplement croire que l'enfant est le sien et tout le monde y gagne. Derek continue de profiter de sa vie, toi tu obtiens la sécurité financière et Kevin reçoit la famille dont il a toujours rêvé. Elena avait répondu, mais si Kevin découvre la vérité plus tard? Et si le bébé ressemble à Derek? Ma mère avait répliqué, nous réglerons ce problème s'il se présente. Pour l'instant, concentre-toi sur le fait de faire croire à Kevin que tout est normal. Continue à coucher régulièrement avec lui pour que les dates paraissent cohérentes. Je suis resté assis là pendant 2 heures à lire chaque message. À chaque nouvel email, je me sentais un peu plus malade. J'ai fait des captures d'écran de tout. J'ai sauvegardé des copies sur une clé USB. J'ai imprimé les messages les plus compromettants. Mes mains tremblaient, mais mon esprit était étrangement calme et concentré. Ces gens préparaient la destruction de ma vie depuis des mois. Et ils étaient persuadés qu'ils étaient assez intelligents pour s'en sortir. J'ai immédiatement appelé mon père. Papa, j'ai besoin de te voir au bureau tout de suite. C'est une urgence familiale. Je ne peux pas en parler au téléphone. 20 minutes plus tard, j'étais assis dans son bureau à lui montrer toutes les preuves. Je lui ai raconté toute l'histoire. Elena. Derek. La grossesse. L'implication de ma mère dans l'organisation et la dissimulation de tout cela. Un long silence a suivi pendant qu'il assimilait ce que je venais de lui révéler. Lorsqu'il a finalement pris la parole, sa voix était d'un calme glacial qui m'a presque fait peur. Mon fils, maintenant c'est la guerre. Puis il a ajouté, retrouve-moi dans 2 heures au cabinet de Marcus. Ne dis rien à personne tant que nous n'aurons pas réglé cela sur le plan juridique. Mon père et moi nous sommes ensuite retrouvés dans le cabinet de Marcus Chen, l'avocat. Nous avons examiné toutes les preuves comme si nous préparions un procès. Marcus s'occupe des affaires juridiques de l'entreprise, mais il est également connu pour être impitoyable lors des procédures de divorce. Mon père l'avait déjà prévenu de la situation et Marcus avait libéré tout son après-midi. Il a analysé méthodiquement chaque élément, les emails, les relevés bancaires, les données GPS, les factures de restaurant, les incohérences concernant les horaires de l'hôpital. Son verdict a été immédiat et sans appel. La maison est à vous. C'est un bien propre acquis avant le mariage. Avec un tel niveau de preuve, nous pouvons agir rapidement et protéger tout ce que vous avez construit. Ces instructions étaient claires, sécuriser immédiatement toutes les finances, protéger mes actifs, tout documenter, ne confronter personne avant que la stratégie juridique soit totalement prête. Notre premier arrêt fut la banque. J'ai transféré 95 000 $ de notre compte commun vers mon compte personnel, en laissant exactement 5 000 $ afin que cela ne ressemble pas à une tentative de dissimulation d'actifs. J'ai également vérifié que mes investissements acquis avant le mariage, environ 140 000 $ répartis entre comptes retraite et placements boursiers, étaient correctement documentés comme biens personnels auxquels Elena ne pouvait prétendre. Pendant que j'étais à la banque, mon père a passé plusieurs appels stratégiques. Il a immédiatement supprimé l'accès de Derek au compte et au véhicule de l'entreprise. Il a informé Linda, la responsable administrative, que Derek allait être affecté à un autre poste et qu'il n'aurait plus besoin de sa carte de crédit professionnelle, de son camion de service, ni de son badge d'accès au bâtiment. Derek découvrirait tout cela le lundi matin lorsque son badge cesserait de fonctionner et que son camion ne démarrerait plus. J'ai également bloqué toutes les cartes de crédit communes, sauf une avec une limite de 2 000 $, afin d'empêcher Elena de se lancer dans des dépenses de vengeance. Je l'ai aussi retiré de toutes mes cartes personnelles. Chaque décision était soigneusement calculée pour protéger mes biens tout en restant parfaitement dans les limites de la loi. Ce soir-là, alors qu'Elena était sous la douche, son téléphone a vibré.
J'attendais une occasion comme celle-ci. Le message venait de Derek. Il disait simplement « J'ai hâte d'être à demain chez maman. Papa travaille tard ce soir, alors nous aurons encore la maison pour nous seuls. N'oublie pas d'apporter ce que tu as acheté hier. » Une nouvelle preuve que leur liaison continuait et prenait de l'ampleur. J'ai fait une capture d'écran du message et je l'ai immédiatement envoyé à Marcus. C'est à ce moment-là que j'ai décidé qu'il était temps de mettre fin à cette mascarade une bonne fois pour toutes. J'ai appelé mon père et lui ai demandé d'organiser un dîner familial chez moi pour le samedi soir. Il a immédiatement compris ce que j'avais en tête sans que j'aie besoin de lui expliquer. Il a appelé ma mère et Derek séparément et leur a annoncé qu'un dîner familial obligatoire aurait lieu chez Kevin. Il leur a dit que j'avais une grande annonce à faire et que je voulais que toute la famille soit présente. Il a laissé entendre qu'il s'agissait d'une bonne nouvelle, peut-être une promotion, peut-être une grossesse d'Elena, ou même l'achat d'une maison plus grande. J'ai parlé du dîner à Elena le vendredi soir. J'ai vu son visage se tendre instantanément lorsque j'ai mentionné que Derek serait présent. Elle a commencé à poser des questions nerveuses. Quel genre d'annonce? Pourquoi tu organises soudainement un dîner familial alors que tu les évites d'habitude? Est-ce que je dois préparer quelque chose de spécial? Je lui ai simplement répondu, je pensais qu'il était temps de réunir tout le monde pour partager une bonne nouvelle. Nous avons quelque chose d'excitant à annoncer à la famille. Son visage est devenu livide. Quelle bonne nouvelle? Tu me rends nerveuse. Tu le sauras samedi. Ne t'inquiète pas pour le repas, je m'occupe de tout. Le samedi 29 avril après-midi, j'ai préparé la salle à manger comme une salle de guerre. J'ai placé les papiers du divorce dans une enveloppe Kraft devant ma place. J'ai imprimé les emails les plus compromettants et les ai rangés dans une seconde enveloppe plus grande destinée à mon père. J'ai également rédigé un chèque certifié de 15 000 $ à l'ordre de mon père. C'était exactement le montant que ma mère l'avait convaincu de prêter à Derek 2 ans plus tôt lorsqu'il traversait sa crise financière. Mon père méritait de récupérer son argent avant que cette famille n'implose complètement. Elena a passé toute la journée tendue et agitée. Elle m'a demandé au moins une douzaine de fois quelle était cette fameuse annonce. Je me contentais de sourire et de lui demander d'être patient. J'ai préparé mon célèbre rôti de bœuf accompagné de chimichurri, le même repas que je cuisinais depuis des années lors des réunions familiales. Je voulais que tout paraisse parfaitement normal jusqu'au moment où je ferais tomber le coup près. Ma mère est arrivée la première. Elle m'a offert l'un de ses faux câlins, ceux où elle ne vous touche pratiquement pas. Puis elle a immédiatement demandé où était Elena et en quoi consistait cette mystérieuse annonce. Mon père s'est contenté de me lancer un regard entendu. Derek est arrivé 20 minutes en retard, arborant son éternel sourire arrogant et une chemise de créateur qui coûtait probablement plus cher que ce que certaines personnes gagnent en une journée. Il m'a donné cette tape condescendante sur l'épaule qui m'a donné envie de le frapper sur le Alors, frérot, c'est quoi cette grande nouvelle? Elena est enfin enceinte? Il était temps que vous vous décidiez tous les deux. La façon dont il l'a dit, avec ce sourire suffisant et l'insistance sur le mot « enfin », m'a confirmé tout ce que j'avais besoin de savoir. Il croyait avoir gagné une partie. Il croyait avoir été plus malin que son grand frère et s'en être sorti sans conséquence. Pendant tout le dîner, Elena a à peine parlé. Elle se contentait de déplacer la nourriture dans son assiette et de lancer des regards nerveux entre Derek et moi. Ma mère essayait de parler de la météo et des commérages de son église, mais la tension était palpable dans toute la pièce. Après le repas, mon père leva sa bière avec un sourire chaleureux. Alors, mon fils, quelle est cette grande annonce que tu voulais partager avec la famille? J'ai attrapé l'enveloppe Kraft et l'ai fait glisser jusqu'à Elena. En effet, j'ai quelque chose de très important à annoncer à tout le monde. Ce sont des papiers de divorce. Le silence fut total. On entendait seulement le bourdonnement de la climatisation et le chien d'un voisin qui aboyait au loin. Le visage d'Elena devint blanc comme un linge. Ses mains commencèrent à trembler. Quoi? De quoi tu parles, Kevin? Ma mère se lança immédiatement dans son numéro habituel. Elle posa une main sur sa poitrine comme si elle était victime d'un malaise cardiaque. Kevin, qu'est-ce qui te prend? Arrête ça, maman. Je l'ai interrompue avant qu'elle ne continue et j'ai tendu la seconde enveloppe à mon père. 3 mois de mai entre maman et Elena, détaillant la liaison d'Elena avec Derek. Maman a couvert toute cette histoire. Mon père ouvrit l'enveloppe et commença à lire. Même s'il connaissait déjà les faits, voir les mots écrits noir sur blanc faisait monter sa colère à chaque page. Derek se leva si brusquement que sa chaise bascula et heurta le mur derrière lui. Tu as fouillé dans ses emails? C'est illégal, espèce de malade. Tu ne peux pas utiliser ça devant un tribunal. Je lui répondis d'une voix glaciale, vraiment? C'est ça qui t'inquiète le plus? Pas le fait que tu couches avec ma femme depuis 3 mois? Les mains d'Elena se sont plaquées sur sa bouche. Kevin, s'il te plaît, écoute-moi. Tais-toi, Elena. Je ne l'ai même pas regardé. Papa, lis le passage où maman leur suggère d'utiliser tes parties de golf pour organiser leur rendez-vous. Ma mère se jeta à travers la table pour attraper les documents, mais mon père les retira immédiatement hors de sa portée. Nora, c'est quoi ce bordel? Roberto, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? La voix de mon père résonna dans toute la maison avec une puissance telle que j'ai cru que les fenêtres allaient vibrer. Comment tu as aidé à détruire notre famille? Comment tu as dressé mon propre fils contre son frère?
Comment tu m'as menti pendant des mois? Le masque soigneusement entretenu de ma mère se fissura complètement. Elle pointa immédiatement Elena du doigt. C'est elle qui est venue me voir. C'est elle qui a séduit Derek. Moi, j'essayais seulement de limiter les dégâts pour la famille. Et Derek eut même l'audace de sourire en haussant les épaules. Allez, tout le monde devrait se calmer. Kevin, tu travailles 70 heures par semaine. Elena avait besoin d'attention et d'affection. J'étais là pour elle quand toi tu ne l'étais pas. C'est à cet instant précis que j'ai complètement perdu mon sang-froid. D'accord, attendez une seconde, me revoilà. Et je n'arrive pas à passer cette phrase sous silence sans en parler. Parce que c'est sincèrement l'une des choses les plus répugnantes qu'une personne puisse dire. Kevin travaillait 70 heures par semaine sur le plus grand projet de sa carrière. Un projet qui aurait permis de rembourser entièrement leur maison. Un projet dont ils avaient discuté ensemble en tant que couple, la sécurité financière, les biens immobiliers d'investissement, l'avenir qu'ils étaient en train de construire. Elena le savait. Elle le soutenait. Elle lui apportait même son dîner sur le chantier. Kevin n'était pas en train d'abandonner sa femme. Kevin sacrifiait temporairement son confort pour leur bien à tous les deux. Et Derek, qui n'a jamais rien sacrifié pour personne de toute sa vie, était là, le nez cassé, du sang sur sa chemise de marque, dans la maison de son frère, à côté de la femme de son frère, et il a eu l'audace incroyable de se présenter comme le héros de cette histoire. J'étais là pour elle quand toi, tu ne l'étais pas, voici la vérité dérangeante, les gens comme Derek réécrivent toujours l'histoire pour se donner le beau rôle. Parce qu'admettre ce qu'ils ont réellement fait, la trahison, le coup de poignard dans le dos, les manœuvres calculées dans l'ombre exigent un niveau de lucidité qu'ils n'ont tout simplement pas. Mais Elena a aussi choisi cette excuse. Elle a laissé ce récit exister. Parce que c'était plus facile que de dire « j'ai fait un choix égoïste et destructeur, et j'en assume entièrement la responsabilité ». Aucun des deux n'a véritablement assumé ses actes. Ils se sont simplement renvoyé la faute comme on se passe une corbeille de pain à table. Maintenant, revenons à l'auteur du post. C'est à ce moment-là que j'ai complètement perdu le contrôle. J'ai contourné la table et je lui ai asséné un coup de poing de toutes mes forces en plein visage. J'ai senti le cartilage de son nez craquer sous mes phalanges. Le sang a éclaboussé sa chemise de créateur. Il est tombé lourdement au sol, entraînant avec lui le vaisselier en porcelaine. Ma mère a poussé un hurlement comme si quelqu'un était en train d'assassiner son précieux petit garçon. Mon père s'est levé lentement. Avec son mètre 90 et ses 100 kilos, il dominait toute la pièce. Sortez-le dehors. Maintenant. Derek était étendu sur le sol, le visage couvert de sang qui gouttait sur mon parquet. Papa, tu ne peux pas. Je peux faire tout ce que je veux. Sa voix était glaciale. Tu es viré. Je te coupe toute aide financière. Pour moi, tu es mort. Roberto, c'est ton fils. Ma mère était en pleine crise de panique. Kevin est mon fils. Derek a prouvé ce soir que les liens du sang ne valent rien quand on trahit sa famille. Elena sanglotait de façon hystérique. Kevin, le bébé est peut-être de toi. Alors nous ferons un test de paternité. Dans tous les cas, c'est terminé. Tu es terminé. Ce mariage est fini. J'ai tendu le chèque à mon père. Voilà l'argent que Derek te devait. Il ne te remboursera plus désormais. Mon père a regardé le chèque. Puis Derek, ensanglanté sur mon parquet. Puis ma mère qui essayait toujours de l'aider à se relever. Son regard était aussi froid que l'hiver. Nora, prends ton manteau. Nous partons immédiatement. Toi et moi avons une conversation extrêmement sérieuse à avoir en rentrant. Après leur départ, Elena et moi sommes restés assis dans le silence au milieu des débris. Une chaise brisée. Des gouttes de sang sur mon parquet. Les papiers du divorce dispersés sur la table. De la vaisselle cassée partout. Finalement, elle a demandé à voix basse, et maintenant? Maintenant, tu prépares tes affaires et tu dégages de ma maison. Cette maison m'appartient. Tu as jusqu'à demain matin pour trouver où aller. Mais ce ne sera pas ici. Elle a simplement hoché la tête avant de monter faire ses bagages. Je suis resté seul à la table de la salle à manger. Étrangement, pour la première fois depuis des mois, je me sentais en paix. Le divorce a avancé rapidement grâce à toutes les preuves que j'avais réunies. Elena a tenté d'obtenir une pension alimentaire, mais Marcus a immédiatement détruit cet argument en s'appuyant sur les preuves d'adultère et sur son salaire d'infirmière. L'Arizona est un État où le divorce peut être prononcé sans faute particulière, mais l'adultère reste un élément important lorsqu'il s'agit du partage des biens et des éventuelles compensations financières. Elle a récupéré ses effets personnels. Sa Honda Civic. Et rien de plus. Les tests de paternité ont confirmé ce que je savais déjà. Le bébé n'était pas le mien. Elena a emménagé chez Sophia, cette infirmière itinérante qui avait apparemment facilité toute la liaison en couvrant ses fausses gardes à l'hôpital. D'après des amis communs, Sophia s'est lassée au bout de 6 semaines de devoir supporter Elena et tous les problèmes liés à sa grossesse. Apparemment, Elena était impossible à vivre. Elle pleurait constamment. Réclamait sans cesse de l'attention. Et s'attendait à ce que Sophia paie pour tout. Mon père a tenu chacune de ses promesses. Derek a été licencié définitivement de l'entreprise. Il a été interdit d'accès à tous les chantiers. Mon père a également passé plusieurs appels aux autres entrepreneurs de la région de Phoenix.
Dans le secteur de la construction, les nouvelles circulent vite. Derek est devenu pratiquement inemployable dans le seul domaine qu'il connaissait. Et ce n'était pas tout. Mon père l'a privé de toute aide financière. Plus de paiements pour la BMW en leasing. Plus de cartes de crédit. Plus d'argent lorsqu'il se retrouvait dans des difficultés. Pour la première fois de sa vie privilégiée, Derek devait affronter les conséquences de ses actes sans aucun filet de sécurité. 3 semaines après la confrontation, il a été arrêté pour conduite avec permis suspendu et immatriculation expirée. Il s'est avéré qu'il roulait sans assurance depuis des mois parce qu'il n'avait plus les moyens de payer les cotisations. Il a passé 2 nuits en prison avant que mon père refuse de payer sa caution. Qu'il se débrouille tout seul. Peut-être que la prison lui apprendra ce que 26 années de protection excessive n'ont jamais réussi à lui enseigner. Elena a essayé de reprendre contact à plusieurs reprises. Par SMS. Par email. Elle s'est même présentée une fois sur mon lieu de travail pour exiger une discussion. Elle voulait soi-disant sauver notre mariage et dépasser nos problèmes. Je l'ai bloquée après avoir reçu un long email dans lequel elle affirmait que la liaison était en réalité de ma faute parce que je travaillais trop et que je négligeais ses besoins émotionnels. La logique classique des personnes infidèles, d'une manière ou d'une autre, c'est toujours la faute de la personne trahie. Mais la plus grande forme de justice est venue de la réaction de mon père face à la trahison de ma mère. Il ne s'est pas contenté de se mettre en colère. Il est devenu méthodique. Stratégique. Il s'avère qu'avant même que toute cette affaire n'éclate, il soupçonnait déjà ma mère à cause de ses dépenses et de son comportement. Après avoir découvert la vérité, il a demandé à Marcus d'auditer toutes leurs finances sur les 2 années précédentes. Les résultats furent accablants. Ma mère finançait secrètement le train de vie de Derek à hauteur d'environ $3000 par mois depuis plus d'1 an. Des cartes de crédit dont mon père ignorait l'existence. Des retraits d'argent sur des comptes auxquels elle n'était pas censée avoir accès. Et même une seconde hypothèque sur leur maison qu'elle avait réussi à faire approuver. 6 semaines après mon dîner familial, mon père a demandé le divorce. À 58 ans, il en avait fini avec les comportements privilégiés de ma mère et les échecs répétés de Derek. Lorsque ma mère a compris que mon père était sérieux et qu'il n'allait pas lui pardonner comme il l'avait fait tant de fois auparavant, elle a complètement perdu les pédales. Le divorce a été extrêmement brutal. Mon père a conservé l'entreprise de construction, la résidence principale, et la majorité de leurs biens. Ma mère, quant à elle, a dû chercher un emploi pour la première fois depuis 15 ans. Elle a fini par travailler dans un magasin Target pour $12 de l'heure, confrontée à des clients qui la traitaient exactement comme elle avait traité les employés de service toute sa vie. Derek a emménagé avec elle dans un misérable appartement de 2 chambres de l'autre côté de la ville. Il a essayé à plusieurs reprises de revenir vers mon père, toujours avec le même discours, s'excuser et demander à récupérer son emploi. La réponse de mon père n'a jamais changé, tu as fait ton choix le jour où tu as trahi ton frère. Assume les conséquences comme un homme, pour une fois dans ta vie. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de Derek, il travaillait de nuit chez Home Depot, gagnant à peine plus que le salaire minimum, déchargeant des camions et remplissant des rayons. Elena a donné naissance à une petite fille et peine à s'en sortir en tant que mère célibataire. Elle vit dans un appartement d'une chambre et enchaîne les heures supplémentaires pour pouvoir payer la garderie. Il y a quelques mois, ma mère et Derek se sont présentés chez moi sans prévenir avec la demande la plus audacieuse que j'ai jamais entendue de toute ma vie. Ils voulaient que je prenne la responsabilité de la fille d'Elena. Que je lui donne mon nom de famille. Que je paie une pension alimentaire. Que je participe à toutes les dépenses liées à son éducation. Et, tant qu'à faire, que je paie également les frais juridiques de Derek afin qu'il puisse se remettre sur pied. Leur logique ? La famille reste la famille. Les erreurs du passé doivent être pardonnées pour le bien de l'enfant. Et j'étais la seule personne disposant d'un revenu suffisamment stable pour assumer cette responsabilité. Aujourd'hui encore, je suis stupéfait par l'audace qu'il leur a fallu pour me faire une telle demande. Kevin, sois le plus raisonnable. Cette petite fille a besoin d'une figure paternelle et tu es le seul capable de lui offrir de la stabilité. Je leur ai dit à tous les deux de dégager immédiatement de ma propriété et de ne jamais revenir. Je leur ai expliqué que je ne paierais pas un seul centime pour leurs erreurs et que je n'assumerais aucune responsabilité concernant les conséquences de leurs choix. Ils avaient détruit notre famille avec leurs mensonges et leurs trahisons. Je n'allais certainement pas les laisser détruire mon avenir également. J'ai appelé la police et je les ai fait officiellement expulser de ma propriété. L'agent qui est intervenu m'a confié qu'il avait déjà vu ce genre de drames familiaux. Il m'a dit que j'avais eu raison de tout documenter et de couper complètement les ponts. Cela fait maintenant 8 mois que ce dîner familial a changé ma vie. Je ne vais pas mentir. Les premiers mois ont été extrêmement difficiles. J'avais l'impression de recommencer ma vie à 0 à 30 ans. Je remettais en question tout ce que je croyais savoir sur la famille, la loyauté et la confiance. Mais en éliminant les personnes toxiques de ma vie, j'ai laissé de la place à de meilleures choses pour grandir. Mon père et moi sommes plus proches que jamais. Il m'a fait entrer comme associé à part entière dans l'entreprise avec une participation de 40%. Nous envisageons maintenant de nous développer dans l'immobilier commercial à Tucson et peut-être même à Las Vegas. L'entreprise génère plus d'argent que jamais depuis que Derek n'est plus là pour nous ralentir et créer des problèmes avec les clients. J'ai recommencé à fréquenter quelqu'un environ 6 mois après la fin officielle du divorce.
J'ai rencontré Sarah lors d'une conférence professionnelle à Las Vegas. Elle est architecte et spécialisée dans les établissements médicaux et les projets commerciaux. Intelligente. Ambitieuse. Elle possède son propre argent et poursuit ses propres objectifs professionnels. Elle n'a besoin de personne pour prendre soin d'elle. Elle est l'exact opposé d'Elena sur tous les points qui comptent vraiment. Je reçois encore parfois des nouvelles de Derek et d'Elena par l'intermédiaire de connaissances communes dans les secteurs de la construction et de la santé. Apparemment, Derek a déjà occupé 4 emplois différents en 8 mois. Il n'arrive à conserver aucun poste parce qu'il continue de penser qu'il est au-dessus du travail manuel et qu'il mérite un respect qu'il n'a jamais gagné. Elena a même publié des messages sur les réseaux sociaux pour demander des dons afin de l'aider à payer les dépenses liées au bébé. Les internautes qui connaissaient toute l'histoire l'ont sévèrement critiqué dans les commentaires. Ma mère a également tenté à plusieurs reprises de reprendre contact par l'intermédiaire de mon père. Elle voulait une réconciliation, pour le bien de la famille, et demandait quand cette punition allait enfin prendre fin. Mon père l'a remise à sa place à chaque fois. Il lui a rappelé qu'elle avait fait son choix lorsqu'elle avait participé à la destruction du mariage de son propre fils. Et qu'elle devait désormais vivre avec les conséquences de ses actes, comme tout le monde. La leçon à tirer de cette histoire n'est pas compliquée. Mais il m'a fallu 30 ans et un mariage détruit pour l'apprendre. Quand quelqu'un vous montre qui il est réellement, croyez-le dès la première fois. La famille ne se résume pas au lien du sang. La famille, c'est la loyauté. Le respect. La capacité d'être présents les uns pour les autres lorsque les choses deviennent difficiles. Derek et ma mère ont lamentablement échoué à cette épreuve. Mon père et moi l'avons réussi. Parfois, la meilleure vengeance consiste simplement à vivre une belle vie pendant que ceux qui vous ont trahi subissent les conséquences naturelles de leur propre choix. Derek, Elena et ma mère paient le prix de leurs décisions chaque jour. Et pour moi, c'est une justice largement suffisante. Alors ma famille YouTube, voici mon avis sur cette histoire. Bon. Maintenant que vous avez tout entendu, j'ai besoin d'une seconde pour reprendre mon souffle, parce que franchement, waouh. D'accord, soyons honnêtes. Kevin n'a pas seulement été trompé. Il a reçu le forfait complet de la trahison, sa femme, son frère et sa propre mère. 3 personnes censées l'aimer inconditionnellement, assises ensemble à planifier son humiliation comme s'il s'agissait d'un projet d'équipe. Ce n'est pas seulement un chagrin d'amour. C'est un niveau de destruction émotionnelle qui demande du temps rien que pour être assimilé. Ce qui me frappe le plus, c'est Nora. Je peux accepter qu'Elena ait été égoïste, les personnes qui trompent leur partenaire le sont souvent, ce n'est malheureusement pas nouveau. Je peux même comprendre que Derek soit un idiot jaloux et privilégié, nous avons tous déjà croisé quelqu'un comme lui. Mais une mère? Une mère qui conseille activement sa belle-fille sur la façon de tromper son propre fils? Qui écrit des emails pour expliquer comment cacher le bébé de l'autre fils? C'est véritablement glaçant. Et honnêtement, la voir travailler chez Target pour $12 de leur ressemble à une forme de karma qui, pour une fois, est arrivée à l'heure. Derek, franchement. Derek est l'exemple parfait de ce qui arrive quand quelqu'un passe toute sa vie à être protégé des conséquences de ses actes. Il avait toutes les opportunités, l'entreprise familiale, le soutien de ses proches, un père qui essayait sincèrement de l'aider. Et malgré tout, il a choisi cette voie. Aujourd'hui, il remplit les rayons chez Home Depot pendant les quarts de nuit. Je ne dis pas cela par cruauté, mais il y a quelque chose de profondément ironique à voir un homme qui refusait de transpirer sur un toit en plein mois de juillet se retrouver à déplacer des cartons dans un magasin vide à 3 heures du matin. La situation d'Elena est réellement triste, non pas à cause de ses choix, mais à cause de cette petite fille qui n'a absolument rien à voir avec tout cela. La véritable leçon de cette histoire, et je pense qu'elle est importante, c'est que la loyauté n'est pas automatique simplement parce que des personnes portent le même nom de famille. Roberto et Kevin ont prouvé que la vraie famille est celle qui répond présent quand cela compte vraiment. Ce n'est pas le sang qui les a rapprochés. C'est le respect. Kevin est parti avec sa maison, son entreprise, un partenariat solide et, finalement, quelqu'un qui le mérite réellement. Parfois, faire tout correctement mène malgré tout à la souffrance. Mais cela mène aussi à la clarté. Et la clarté? C'est tout ce qui compte. Alors, mes amis, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires ci-dessous. Et merci d'avoir passé ce moment avec moi sur Histoire Reddit. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire.